Ils disent à Hollywood que la pire erreur que l'on puisse commettre est de dire non au mauvais scénario. Mais que se passe-t-il quand les plus grandes stars laissent passer les plus grands rôles? Derrière chaque performance emblématique se cache un autre nom qui se demande ce qui aurait pu être. Quels rôles légendaires ont presque été joués par quelqu'un d'autre? Et comment ces décisions ont-elles hanté les stars qui ont dit non? Restez à l'écoute, car certains de ces regrets hollywoodiens sont encore chuchotés dans les studios aujourd'hui. Kim Novak. Lorsque Hollywood murmure au sujet des occasions perdues, le rôle presque attribué à Kim Novak en tant que Holly Golightly se distingue comme l'un des grands « et si ». À la fin des années 1950, Novak était au sommet, grâce à des succès comme Picnic et Vertigo, son allure mystérieuse faisant d'elle l'une des stars les plus rentables de l'époque. Ainsi, lorsque la nouvelle de Truman Capote, Breakfast at Tiffany's, devait être adaptée, Novak était le choix préféré de Paramount. Capote lui-même, célèbre pour son franc-parler, voulait Marilyn Monroe. Mais l'équipe de Monroe a refusé à cause de l'aspect call girl, laissant Novak en tête de liste. Cependant, Kim Novak, craignant d'être enfermée dans le rôle de l'étrangère glamour blessée et peut-être sentant les sous-entendus controversés de Holly, a discrètement refusé le rôle. À l'époque, cela semblait être une mesure prudente. Le système des studios était encore puissant et la réputation était primordiale. Le rôle est finalement allé à Audrey Hepburn, qui apporta un charme mélancolique et d'un autre monde, et transforma le film en un classique instantané. L'image de Hepburn, lunettes de soleil, petite robe noire, tasse de café à la main, devint un symbole indélébile de l'élégance cinématographique, l'immortalisant dans la culture pop et élevant sa carrière à jamais. Pour Novak, c'était une décision qui a persisté. Elle a connu d'autres succès, mais n'a jamais joué dans un film qui a défini une génération comme L'appartement de Tiffany. Lors de ses interviews ultérieures, Novak a parlé ouvertement du rôle qu'elle a laissé filer, admettant que voir la performance de Hepburn et l'adoration du public lui a fait réaliser combien de magie peut être perdue avec un seul nom. Groucho Marx. Il est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka, avec l'étincelle dans ses yeux, ce sens de la menace ludique. Mais à l'origine, les producteurs derrière Willy Wonka et la chocolaterie envisageaient ce rôle pour un autre génie excentrique, Groucho Marx. À la fin des années 1960, Groucho était une légende de la comédie, synonyme d'esprit anarchique et de sarcasme acerbe. Lorsque le livre bien-aimé de Roald Dahl était adapté, l'idée de choisir Groucho semblait inspirée. Un mélange de chaos, d'humour et juste assez de piquant pour maintenir le public en haleine. Groucho, cependant, n'était pas convaincu. Il aurait trouvé le script trop bizarre et n'était pas sûr que le public adhérerait à son mélange surréaliste d'émerveillement enfantin et de satire adulte. Peut-être ne voulait-il pas risquer son image soigneusement élaborée, ou pensait-il simplement que le rôle était trop éloigné de son propre style. Quelle que soit la raison, Groucho a décliné, et les producteurs sont passés à autre chose, trouvant finalement Gene Wilder, dont l'approche plus douce et plus mystérieuse est devenue le cœur du film. Le résultat? Le Wonka de Wilder est devenu une icône cinématographique, adorée par des générations. Groucho, quant à lui, a raté l'occasion de se présenter à un tout nouveau public d'enfants et de familles. Des décennies plus tard, les historiens du cinéma et les propres fans de Groucho spéculeraient sur ce qui aurait pu être une version alternative de Wonka pétillante, de répliques et de malice. Cela reste l'un des grands regrets de casting du Hollywood classique. Un moment où un simple nom a changé l'histoire du cinéma. Bette Davis. Bette Davis n'a jamais hésité devant des rôles difficiles, et son esprit acéré correspondait à son immense talent. Pourtant, même les légendes ont leurs angles morts, et pour Davis, cet angle mort fut autant en emporte le vent. Au milieu des années 1930, alors que David O. Selznick lançait sa quête de la parfaite Scarlett O'Hara, Davis était en tête de l'Est. Elle avait le feu, l'accent du Sud et la capacité de jouer des femmes complexes au bord de la destruction. Mais la perspective de travailler avec Clark Gable, un acteur qu'elle n'admirait apparemment pas, et d'être liée à un studio en dehors du sien, refroidit son intérêt. Au lieu de cela, Davis refusa, et la recherche exhaustive de casting de Selznick continua. Le rôle est finalement allé à Vivien Leigh, une actrice britannique presque inconnue à Hollywood. La Scarlett de Leigh est devenue l'incarnation de la survie.
et un charme impitoyable, une performance qui lui a valu l'Oscar et l'a ancré dans l'histoire du cinéma. Le film lui-même était un phénomène, battant des records au box-office et restant une référence culturelle pour des générations. Davies gagnait plus tard 2 Oscars et construisait une carrière sur des rôles difficiles et inoubliables. Mais elle n'échappait jamais vraiment à l'ombre d'Autant en emporte le vent. Dans des moments de franchise, elle admettait qu'un « et si » persistait. Voyant l'ascension de Leigh et le mythe entourant Scarlett O'Hara, Davies savait qu'elle avait refusé un rôle qui ne se présente qu'une fois dans une carrière. À Hollywood, le regret résonne parfois plus fort que les applaudissements. Gene Tierney. Le nom de Gene Tierney est maintenant synonyme du portrait troublant et inoubliable au centre de Laura. Mais peu se souviennent à quel point elle a failli manquer le rôle qui a défini sa carrière. Au début des années 1940, Tierney était déjà une étoile montante. Sa beauté éthérée et sa présence à l'écran élégante en faisaient une favorite des critiques et du public. Pourtant, lorsqu'on lui proposa le rôle principal dans l'adaptation par Otto Preminger du roman de Vera Caspary, elle hésita, déchirée entre sa loyauté envers un engagement dans un studio concurrent et le sentiment qu'elle pourrait ne pas convenir pour incarner un personnage aussi mystérieux. Pendant une période brève mais décisive, une autre actrice était en réalité destinée à prendre le rôle. La réticence de Tierney provenait des politiques du studio et de la peur d'être cataloguée dans des mélodrames, mais le destin intervint lorsque l'autre projet s'effondra et que des amis la persuadèrent de reconsidérer. Tierney a finalement accepté, mais a avoué plus tard que refuser presque Laura était sa plus grande occasion manquée. Si elle avait renoncé, il est peu probable que le film aurait atteint le même statut iconique, ou que Tierney elle-même serait devenue un symbole aussi durable de l'attrait classique d'Hollywood. Laura est devenue un jalon du film noir, et la performance énigmatique de Tierney est encore étudiée par les étudiants en cinéma aujourd'hui. Dans des interviews ultérieures, elle a admis que cette occasion manquée la hantait, d'autant plus que la réputation du film a grimpé, et que Laura est devenue synonyme d'un certain type de mystère à l'écran. Pour Tierney, c'était un cas de quasi-oubli cinématographique, sauvé par un changement d'avis de dernière minute. Cary Grant. Cela semble presque incroyable maintenant, mais avant que Sean Connery ne commande son premier martini au shaker et non remué, Cary Grant était le choix principal du studio pour lancer la franchise James Bond. Au début des années 1960, Grant était une superstar mondiale. Son allure sophistiquée et son charme britannique convenaient parfaitement à l'espion emblématique de Ian Fleming. Les producteurs Harry Saltzman et Albert R. Broccoli envisageaient Grant dans le rôle de Bond, comptant sur son attrait international pour séduire le public avec ce nouveau type de héros d'action. Mais à 58 ans, Grant sentait qu'il était trop âgé pour s'engager dans un contrat de plusieurs films. Il accepta de discuter de jouer Bond une seule fois, refusant de signer pour une série comme le souhaitaient les producteurs. Grant a admis plus tard qu'il regrettait de l'avoir refusé, surtout lorsque Bond est devenu un phénomène de la culture pop. Le rôle est allé à un alors peu connu Sean Connery, qui a redéfini la masculinité cinématographique et a établi la norme pour tous les stars d'action à venir. Pour Grant, le pincement du regret venait non seulement de passer à côté d'une franchise sans précédent, mais aussi de voir Connery devenir une icône pour toute une nouvelle génération. Les films de James Bond ont survécu aux tendances et aux reboots, devenant la franchise la plus longue de l'histoire du cinéma. Grant est resté une star, mais l'ombre de 007 de ce qui aurait pu le suivre pendant des années. Un rappel que parfois même les légendes manquent le train vers l'immortalité. Deborah Kerr. Deborah Kerr était l'image même de la retenue élégante. Une interprète qui a bâti sa réputation sur la grâce, l'intelligence et une intensité tranquille. Mais lorsqu'on lui proposa le rôle de Blanche Dubois dans l'adaptation cinématographique d'un tramway nommé Désir par Elia Kazan, Kerr hésita. Elle avait interprété Blanche avec succès sur scène à Londres, mais l'amener sur grand écran était un risque qu'elle n'était pas sûre de vouloir prendre. La crudité du script de Tennessee Williams, combinée à la nervosité de Hollywood concernant les sujets controversés, a fait de ce projet un pari risqué. Le refus de Kerr était motivé par plus que de la nervosité. Elle s'inquiétait d'être cataloguée et de la possibilité que la brutalité émotionnelle du rôle soit trop pour le public et sa carrière. Finalement, le rôle a été attribué à Vivien Leigh, dont la performance magistrale lui a valu un 2e Oscar et a assuré sa place dans le panthéon des grandes dramaturges.
Actrice. Des années plus tard, Kerr a admis que laisser échapper Blanche avait été un tournant dans sa carrière. L'acclamation critique et l'héritage durable d'un tramway nommé Désir ont continué à la hanter, même alors qu'elle jouait dans des classiques comme Tant qu'il y aura des hommes et Le roi et moi. La performance de Lee est devenue légendaire, mais le regret de Kerr était un écho silencieux, derrière son propre héritage soigneusement composé. Un rappel des rôles rares qui ne se présentent qu'une fois dans une vie. Marlon Brando. Au début des années 1960, Marlon Brando avait déjà transformé l'art de jouer à l'écran. Il était imprévisible, magnétique et puissant, précisément le genre de présence que le réalisateur David Lean envisageait pour l'épopée Lawrence d'Arabie. Le rôle de T.E. Lawrence exigeait non seulement de l'endurance physique, mais aussi une profondeur psychologique mystérieuse que Brando pouvait fournir en abondance. Quand Lean a approché Brando, l'acteur semblait être un choix inspiré, capable de faire de Lawrence une figure mythique et inoubliable. Mais Brando n'était pas intéressé. Des rapports de l'époque suggèrent qu'il a rechigné à l'idée de passer des mois dans la chaleur accablante du désert jordanien, surtout après son expérience éprouvante de tournage de Mutiny on the Bounty. Il a également exprimé des doutes quant à jouer un officier britannique réel, craignant de ne pas pouvoir se connecter avec le rôle. Finalement, il a refusé le projet, et Lean a choisi Peter O'Toole, un nouveau venu relatif, qui s'est investi corps et âme dans le tournage exigeant et est devenu une sensation du jour au lendemain. Le film a remporté 7 Oscars et est toujours considéré comme l'un des plus grands jamais réalisés. Le regret de Brando était clair des années plus tard. Il admirait l'ampleur du film et la performance d'O'Toole et a admis que refuser Lawrence d'Arabie était une rare erreur de jugement. Le film n'a pas seulement fait d'O'Toole une star internationale, mais est aussi devenu un jalon dans sa carrière. Pour Brando, cela devint un rappel que même les plus grandes stars peuvent renoncer à des rôles qui auraient changé leur héritage à jamais. Joan Crawford. Joan Crawford, en 1950, était déjà une institution à Hollywood, connue pour son intensité et sa présence imposante à l'écran. Lorsque le réalisateur Billy Wilder chercha une actrice plus grande que nature pour ancrer son noir caustique sur Hollywood, boulevard du crépuscule, le nom de Crawford fut mentionné immédiatement. Norma Desmond, la star du cinéma muet déchu, s'accrochant à une gloire fanée, semblait parfaitement conçue pour son mélange de vulnérabilité et d'audace. Pourtant, Crawford a refusé, méfiante de l'obscurité du scénario et de la touche autoréférentielle que Wilder apportait. Certaines sources affirment qu'elle était intimidée par la représentation sans compromis du vieillissement et de la folie. Le rôle est allé à Gloria Swanson, une autre légende du cinéma muet, qui a embrassé cette folie et a livré une performance qui a stupéfié les critiques et le public. La Norma Desmond de Swanson est devenue un symbole du côté périlleux de la célébrité, ses répliques et expressions étant citées et étudiées pendant des générations. Le film a été nommé pour 11 Oscars et est devenu une référence pour ceux fascinés par le côté sombre de la célébrité à Hollywood. Crawford avouerait plus tard que Boulevard du Crépuscule était une occasion manquée, une qui la rongeait, d'autant plus qu'elle se débattait elle-même avec des craintes similaires de perte de pertinence. La renaissance de Swanson et l'impact durable du film en ont fait l'un des plus grands essais du cinéma classique. L'absence de Crawford est devenue aussi légendaire que la performance elle-même, une ombre qui l'a hanté dans ces dernières années. Fred Astaire. À l'âge d'or des comédies musicales, Fred Astaire était roi. Son élégance sans effort, sa précision et ses numéros de danse inventifs ont établi la norme pendant des décennies. Ainsi, lorsque MGM a commencé à développer Singin' in the Rain au début des années 1950, Astaire était leur choix de rêve pour jouer Don Lockwood, une star du cinéma muet naviguant la transition vers le parlant. Mais Astaire était complètement pris, engagé dans d'autres projets, et se demandait en privé si l'appétit du public pour les comédies musicales s'estompait. Il croyait aussi, peut-être à tort, que son époque en tant que vedette de comédie musicale touchait à sa fin naturelle. Le refus poli d'Astaire a ouvert la voie à Gene Kelly, dont le style athlétique et exubérant a insufflé une nouvelle énergie au genre. Kelly n'a pas seulement joué dans Singin' in the Rain, il a pratiquement redéfini ce qu'une star de la comédie musicale pouvait être, en mêlant charisme, humour et prouesse physique. Le film est devenu une référence culturelle, et la performance de Kelly, en particulier le numéro légendaire du titre, est maintenant l'une des scènes les plus appréciées du cinéma. Astaire a continué à faire des films mémorables, mais il n'a jamais,
jamais décroché un projet avec l'impact durable et joyeux de Singin' in the Rain. Dans les interviews, il a loué le film et l'art de Kelly, mais des amis ont noté une pointe de nostalgie lorsque le sujet était abordé. Parfois, même les icônes les plus établies peuvent manquer le rôle qui définit une génération. James Cagney. James Cagney était le dur à cuire original d'Hollywood, connu pour ses rôles de gangster, son charme et son talent pour transformer même le rôle le plus simple en quelque chose d'électrisant. Ainsi, lorsque Frank Capra a commencé à chercher son George Bailey, l'homme ordinaire au cœur gentil au centre de la vie est belle. Le nom de Cagney a été proposé dès le début du développement. Capra a vu quelque chose dans la vulnérabilité de Cagney et son énergie agitée. Mais Cagney, occupé avec d'autres projets et pas entièrement convaincu par les éléments fantastiques du scénario, a poliment décliné. Il pensait que c'était un petit film et ne voyait pas comment il résonnerait avec le public de l'après-guerre. Le rôle est allé à la place à Jimmy Stewart, qui a apporté son propre mélange de chaleur et de désespoir silencieux. Le personnage de Bailey interprété par Stewart est devenu le cœur et l'âme de l'un des classiques de Noël les plus aimés du cinéma. Bien que le film ait initialement sous-performé au box-office, sa renaissance ultérieure à la télévision l'a transformé en une institution américaine. La performance de Stewart est désormais largement considérée comme l'une des meilleures de sa carrière, et le personnage de George Bailey est ancré dans la culture populaire. Cagney, qui a continué à jouir d'une carrière longue et riche, aurait plus tard regretté d'avoir refusé le rôle après avoir constaté son attrait durable et sa résonance émotionnelle. Dans des interviews, il a qualifié Capra de l'un des grands et a admis que parfois, celui que l'on laisse passer est celui qui dure éternellement. La vie est belle reste un témoignage du pouvoir du cinéma et de la nature douce amère des choix faits à l'âge d'or d'Hollywood. John Arthur. John Arthur n'était pas étrangère au projecteur, s'étant frayé un chemin à travers des comédies loufoques et des drames poignants. Lorsque David O. Selznick a lancé sa fameuse recherche à l'échelle nationale pour Scarlett O'Hara, Arthur faisait partie des actrices qui non seulement ont atteint les dernières étapes, mais ont même passé des essais à l'écran pour le rôle. Arthur avait l'esprit et la détermination pour faire de Scarlett plus qu'une simple beauté du Sud. Elle aurait pu apporter une dimension unique à l'héroïne tempétueuse de Margaret Mitchell. Mais Arthur était tourmenté par le doute. Elle luttait contre la pression de la production, trouvait l'atmosphère accablante et avait peu confiance dans les ambitions épiques du scénario. Son hésitation l'a amené à se retirer, laissant le champ libre à Vivien Leigh, qui remporterait un Oscar et marquerait à jamais l'histoire d'Hollywood. Pour Arthur, l'occasion manquée n'était pas seulement une question de célébrité ou de récompense. Il s'agissait de faire partie de quelque chose de plus grand que nature. Dans les années qui suivirent, Arthur réfléchit à cette décision avec un pincement de regret, admettant qu'elle ne rencontra jamais à nouveau un projet avec un tel potentiel transformateur. Scarlett O'Hara est devenue un personnage pour les âges, et l'occasion manquée d'Arthur a servi de leçon sur la façon dont un seul rôle peut être éphémère et bouleverser une vie. À Hollywood, de tels moments deviennent légendaires et source de réflexion tout au long de la vie. Olivia de Havilland. La carrière d'Olivia de Havilland a été marquée par ses choix judicieux et sa capacité à imprégner chaque rôle de chaleur et d'intelligence. Mais même les planificateurs les plus prudents d'Hollywood ont des moments d'hésitation. Et pour de Havilland, cela s'est produit lorsqu'on lui a offert le rôle-titre de Madame Miniver. Le rôle était exigeant, une ménagère britannique endurant les premiers jours éprouvants de la Deuxième Guerre mondiale, et nécessiterait qu'elle s'étende à la fois émotionnellement et physiquement. De Havilland, incertaine des perspectives du film et craignant d'être cantonnée à certains rôles, l'a refusé. Le rôle est allé à Greer Garson, dont la performance lumineuse lui a valu l'Oscar et a fait de Mrs. Miniver l'un des films emblématiques du cinéma de guerre. Le film a été un succès critique et commercial, remontant le moral tant en Amérique qu'à l'étranger. Et la prestation de Garson est devenue un symbole de l'héroïsme discret et de la résilience. De Havilland a admis plus tard que, bien qu'elle soit restée fière de sa carrière, Mrs. Miniver était celui qui lui avait échappé. En regardant l'ascension de Garson et l'impact culturel du film, de Havilland a reconnu le pouvoir d'un seul rôle pour redéfinir une carrière et parler à l'esprit d'une époque entière. L'occasion manquée est devenue un rappel silencieux et persistant de l'alchimie imprévisible du védétariat hollywoodien.
Montgomery Clift. Montgomery Clift, l'un des acteurs les plus talentueux et sensibles de sa génération, était à un tournant de sa carrière lorsqu'on lui a proposé le rôle de Joe Gillis dans Sunset Boulevard de Billy Wilder. La satire sombre du film sur les dessous d'Hollywood fascinait Clift, et il était initialement enthousiaste à l'idée de jouer le scénariste en difficulté face à la hantée Norma Desmond, incarnée par Gloria Swanson. Cependant, à l'approche de la production, Clift est devenu anxieux. L'intrigue sur un jeune homme entretenu par une star vieillissante et déclinante faisait écho aux rumeurs sur sa propre vie personnelle. Inquiet des critiques négatives et d'être catalogué, il s'est finalement retiré. Le rôle est allé à William Holden, dont la performance sombre a relancé sa propre carrière déclinante et lui a valu une nomination aux Oscars. Sunset Boulevard est devenu un pilier du cinéma américain, disséquant les illusions de la célébrité avec une brillante férocité. Les critiques ont loué l'interprétation de Holden, et les dialogues acérés du film ainsi que son atmosphère lugubre ont laissé une empreinte durable sur le public. Pour Clift, qui a continué à rechercher des rôles stimulants et non conventionnels, refuser Joe Gillis fut une décision qu'il regretta en privé. Il aurait confié à des amis qu'il avait l'impression d'avoir manqué l'occasion de se dépasser en tant qu'acteur et de jouer un rôle qui deviendrait vraiment iconique. À mesure que Sunset Boulevard gagnait en renommée, les regrets de Clift grandissaient également. Un rappel que les rôles que nous refusons peuvent nous hanter autant que ceux que nous acceptons. Irene Dunne. Irene Dunne était l'incarnation de la grâce dans le Hollywood classique, combinant profondeur dramatique et talent pour la comédie légère. Lorsque les premiers projets d'une adaptation cinématographique de The Sound of Music apparurent à la fin des années 1950, les producteurs envisagèrent Dunne, elle-même chanteuse formée avec des références de Broadway, comme un choix naturel pour le rôle de Maria von Trapp. Dunne, cependant, sentait que son air était passé et déclina poliment, estimant qu'elle était trop âgée pour incarner de manière convaincante la gouvernante enjouée. Elle sous-estima l'attrait durable de l'histoire et de sa musique, et s'écarta. Des années plus tard, le projet fut relancé avec Julie Andrews dans le rôle principal, et le reste appartient à l'histoire du cinéma. La performance d'Andrews, éclatante d'optimisme et de sincérité, est devenue instantanément adorée dans le monde entier. Le film n'a pas seulement battu des records au box-office, mais a également remporté 5 Oscars et s'est enraciné dans la conscience culturelle comme l'une des comédies musicales les plus célébrées de tous les temps. Dunne, qui a pris sa retraite avec sa réputation intacte, a admis lors d'entretiens qu'elle n'avait aucune idée de l'ampleur que cela prendrait. Voyant des générations tomber amoureuses de Maria et de la famille von Trapp, elle a ensuite exprimé une appréciation nostalgique pour ce qu'elle avait manqué, un rôle qui aurait été le couronnement de la carrière de n'importe quel artiste. Richard Burton. L'association de Richard Burton avec Cléopâtre et Elizabeth Taylor est légendaire. Mais ce qui est moins connu, c'est que Burton a failli refuser le rôle de Marc-Antoine. Le film était embourbé dans la controverse, frappé par des retards de production et déjà tristement célèbre pour ses coups vertigineux. Au début, Burton hésitait, méfiant à l'idée de s'embarquer dans un tel chaos et sceptique à l'idée de jouer dans une épopée de cap et d'épée. Le désespoir du studio à sauver le projet l'a finalement convaincu, mais pendant un moment, il a sérieusement envisagé de renoncer à un rôle qui changerait sa vie personnelle et professionnelle pour toujours. Lorsqu'il a finalement accepté, Burton a trouvé non seulement un rôle emblématique, mais aussi une romance durable avec Taylor. Leur liaison hors écran a éclipsé le film lui-même, captivant le monde et marquant un nouveau chapitre dans la culture des célébrités à Hollywood. Le film, bien que célèbre pour son tournage chaotique, est devenu un succès historique, et l'Antoine de Burton reste l'une des performances les plus mémorables de sa carrière. En réfléchissant à cette expérience, Burton a avoué qu'il ne se serait jamais pardonné s'il avait refusé le film. Malgré tous les maux de tête, Cléopâtra a solidifié sa légende et a servi de rappel durable que même les projets les plus chaotiques peuvent contenir le rôle d'une vie. Shirley Temple. Shirley Temple était la chérie de l'Amérique à la fin des années 1930. Une sensation du box-office, dont les faussettes et la voix enjouée ont aidé à remonter le moral du pays pendant la Grande Dépression. Lorsque MGM a commencé à planifier son adaptation du Magicien d'Oz de L. Frank Baum, Temple était le premier choix du studio pour Dorothy Gale. Elle était déjà une prodige du chant et de la danse.
Et son personnage sain semblait être parfaitement adapté pour le Kansas. Une fille de ferme du Kansas, emportée dans un pays de fantaisie. Les négociations entre MGM et le studio de Temple, la 20th Century Fox, ont duré des mois, mais ont finalement échoué, en grande partie en raison de litiges contractuels et de préoccupations concernant la gamme vocale de Temple pour les chansons exigeantes. Le rôle a ensuite été attribué à Judy Garland, qui a apporté à Over the Rainbow à la fois innocence et émotion brute, une performance qui deviendrait l'une des plus emblématiques du cinéma. La prestation de Garland l'a transformée en une star pour les âges, et l'influence du film n'a fait que croître avec chaque nouvelle génération. Temple, quant à elle, a observé le phénomène depuis les coulisses, exprimant dans les années suivantes sa profonde déception de ne pas y avoir participé. Elle a reconnu que Dorothy était le rôle qui lui avait échappé, un rôle qui aurait marqué un tournant même dans une carrière aussi emblématique que la sienne. À Hollywood, parfois les voyages les plus magiques sont ceux qui ne sont jamais entrepris. Joan Fontaine. Les performances délicatement équilibrées de Joan Fontaine en faisaient une favorite pour les rôles nécessitant une force intérieure sous un extérieur doux. Lorsqu'on lui a proposé le rôle principal dans Jane Eyre, Fontaine était hésitante. Elle craignait d'être stéréotypée en jouant encore une fois le même genre d'héroïne timide et réprimée qu'elle avait incarné dans Rebecca et Soupçon. Pendant un moment, elle a envisagé de se retirer pour poursuivre des rôles plus variés. Mais la persuasion du studio et sa propre curiosité pour le personnage adoré de Charlotte Brontë l'ont finalement ramenée au projet. La performance de Fontaine en tant que Jane Eyre face au sombre Monsieur Rochester joué par Orson Welles a été largement acclamée et reste l'une des interprétations marquantes du rôle. L'atmosphère gothique et sombre du film, ainsi que sa profondeur émotionnelle, ont touché à la fois le public et les critiques. Dans les années suivantes, Fontaine est revenue sur son indécision et a admis qu'elle aurait pu manquer le rôle d'une vie. C'est un rappel que les projets que nous sommes sur le point de rejeter peuvent s'avérer être ceux qui façonnent notre héritage, et que l'hésitation fait partie du parcours de chaque artiste. Burt Lancaster. Burt Lancaster était connu pour son athlétisme, son intensité et sa présence magnétique, une star à l'aise aussi bien dans le film noir brut que dans les grandes épopées historiques. Donc, lorsque MGM a commencé à distribuer les rôles pour Ben-Hur, Lancaster était un choix naturel pour le rôle de Judah Ben-Hur. L'offre est arrivée au sommet de sa carrière, mais Lancaster a hésité. Il était mal à l'aise avec les thèmes religieux du film et doutait que le public se connecte à une histoire si ancrée dans la foi. Il a admis plus tard qu'il trouvait le scénario trop prêcheur et a refusé ce qui deviendra l'un des plus grands rôles d'Hollywood. Le studio a engagé Charlton Heston, qui s'est investi dans ce rôle physiquement exigeant, apportant à la fois une force stoïque et une vulnérabilité au personnage. Ben-Hur est devenu un mastodonte du box-office, raflant les Oscars avec un record de 11 victoires, y compris celui du meilleur acteur pour Heston. La scène de la course de chars à elle seule est devenue un moment inoubliable dans l'histoire du cinéma, et le nom de Heston est à jamais associé à la grandeur et au spectacle de l'âge d'or d'Hollywood. Lancaster, qui a connu une carrière riche et variée, avouera plus tard dans des interviews qu'il regrettait d'avoir décliné le film. En regardant l'ascension de Heston et la place du film dans le folklore hollywoodien, Lancaster a réalisé que certains scripts, peu importe leur thème, possèdent une sorte de magie qui ne devient évidente qu'avec le recul. En refusant Ben-Hur, il a raté non seulement un rôle, mais un phénomène unique, William Holden. Au début des années 1970, William Holden était un nom connu de tous, ayant conquis Hollywood avec des performances dans des classiques comme Sunset Boulevard et Stalag 17. Lorsque Paramount a commencé à développer Le Parrain, le studio a envisagé Holden pour le rôle de Don Vito Corleone, espérant que sa gravité et sa renommée pourraient ancrer le film. Holden, cependant, était mal à l'aise avec la représentation du crime organisé dans le film et trouvait le rôle indigne. Il a refusé de passer une audition, convaincu que le projet ne deviendrait jamais un classique. Le rôle, bien sûr, est allé à Marlon Brando, dont l'interprétation nuancée et obsédante a défini une nouvelle ère dans le cinéma américain. Le Parrain est devenu une référence pour des générations de cinéastes et de spectateurs, la performance de Brando étant souvent citée comme l'une des plus grandes de l'histoire du cinéma. Le film a transformé le genre des gangsters et redéfini les possibilités de l'épopée américaine. Pour Holden,
Le regret est venu lentement, alors qu'il voyait le film devenir un phénomène culturel. Et le rôle de Don Corleone atteint un statut mythique. Bien que l'héritage de Holden reste assuré, l'occasion d'être au centre de l'un des films les plus influents d'Hollywood persistait comme un rappel. Même les stars les plus chevronnées peuvent parfois manquer les plus grands prix, simplement en disant non au mauvais moment. L'âge d'or d'Hollywood est parsemé d'histoires de chances manquées et de doutes, où même les icônes ne pouvaient pas toujours prédire quel scénario deviendrait des légendes. Derrière chaque rôle inoubliable se cache l'ombre de ce qui aurait pu être, un rappel que le destin à Tinseltown peut dépendre d'une seule décision. Alors, la prochaine fois que vous regardez un classique, imaginez l'univers parallèle où une autre star a pris la vedette. Quel choix de casting vous a le plus surpris? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inédites de l'ère la plus fascinante du cinéma.